Dimitri, voilà, nous aurons donc Dimitri, nous aurons Alphonsine Mikuiza depuis la France. Je vois que Bernard Pongui est déjà installé dans son quart de portage, non, voilà, quelque part. Voilà, j'ai donc Médard Musica, j'ai Bernard Pongui. Nous attendons Alphonsine Mikuiza qui était prévu donc, et Marcel Boulingui pour terminer cette émission. Alors, salut donc Bernard Pongui. Bonjour Jean-Louis. Voilà, merci donc d'arriver sur cette antenne. Vous savez que cette radio a beaucoup d'amis et que la tribune est une tribune très large, musclée. Nous n'avons pas aujourd'hui, pour être honnête, le temps de prendre des questions, du fait même de l'abondance de cette actualité. Nous faisons le point. Nous faisons le point donc des tribunes et émissions que nous avons eues au niveau de la radio. Alors avec vous, Bernard Pongui, nous parlerons aujourd'hui de la question du FMI, notamment donc des négociations. Alors, est-ce que nous pouvons, dans un premier temps, pendant que des amis nous arrivent, commencer à aborder, évoquer quelques questions soulevées par Denis Sassou Nguesso pendant son discours aujourd'hui, des questions somme toute liées au pétrole, par exemple. Alors, Denis Sassou Nguesso a parlé de, je crois, de la restructuration de la question de la Société nationale des pétroles du Congo. Bernard Pongui, je crois que c'est un sujet qui vous intéresse. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis de nous avoir invités une fois de plus sur cette tribune pour parler des affaires du Congo. Mais si vous essayez de suivre le discours de Sassou Nguesso, c'est qu'il venait de passer devant son congrès réuni, les membres du congrès qu'il a toujours nommé. C'est un discours totalement vide, hein, on peut le dire comme ça. En ce qui concerne… Allez-y sur l'aspect l'aspect sur les affaires du pétrole du Congo. Nous savons tous qu'aujourd'hui, le pétrole est géré par l'État-famille. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui sont au niveau de la Société nationale des pétroles du Congo ou encore autour de cette structure, dans la vente, la pré-vente, tout ça, c'est géré par la famille. Les jours passés, nous avons encore entendu Ngokana est parti en Inde pour aller brader du pétrole parce que de l'autre côté de la Chine, ça coince, ou de l'autre côté du FMI, ça coince. Donc, il ne peut jamais y avoir une transparence. Quand Denis Sassou Nguesso vous parle de pouvoir desservir le Congo en ce qui concerne des produits pétroliers, il ne peut jamais le faire parce qu'il a fait 40 ans hein, à cette position. Il n'a jamais pu, si vous voulez, distribuer, vous voyez, alimenter le Congo d'une manière générale en produits d'hydrocarbures. Donc, on le dit d'une manière, il ne pourra jamais y avoir une transparence. Déjà, pour qu'il y ait une transparence, il faut qu'il y ait des Congolais formés, il faut déjà que son Parlement puisse avoir cette priorité hein, de parler des affaires du pétrole. Pour parler des affaires du pétrole, il faut donc faire venir tous les patrons des entreprises pétrolières au niveau du Parlement pour au moins déjà faire connaître à l'État congolais ou encore aux Congolais comment fonctionne le pétrole congolais du point de vue forage, du point de vue vente. Il faut que tous les Congolais puissent comprendre comment le mécanisme fonctionne. Et ça, pour le faire, il faut que les parlementaires congolais aient la possibilité hein, de pouvoir questionner tous les grands patrons de ces multinationales qui exercent dans notre pays, surtout que nous savons tous qu'ils sont tous mouillés dans des scandales, le pillage d'argent, des cargaisons fantômes qui disparaissent au niveau du pétrole. Vous voyez que M. Denis, on ne retrouvera jamais de la transparence avec Sassou, parce qu'on a toujours dit c'est une culture, hein, la culture du vol, la culture de la gestion du pétrole dans la famille. Ça ne peut jamais changer tant que ces gens-là seront là. Voilà. Alors, mesdames, vous pensez, comme Bernard Pongui, que le domaine du pétrole restera un domaine opaque, donc nous sommes là dans le domaine des ténèbres où personne ne pourra jamais rien comprendre. Mais je crois que je ne peux que soutenir ce que mon frère Bernard vient de dire. Il a tout à fait raison. Tout est clair parce que la SNPC, le pétrole, c'est devenu, comme il l'a dit, c'est un État-famille en ce moment-là. Vous allez dans la SNPC, vous allez trouver à des postes stratégiques des parents ou des amis du pouvoir du régime de Brazzaville et qui ne sont même pas des techniciens appropriés pour occuper ces postes-là. Un. Secondo, nous ne pouvons plus, je crois que tous les Congolais le savent déjà, les scandales en ce moment, les scandales dans les Panama Papers et partout ailleurs avec les Genbo, c'est un problème de pétrole en ce moment-là. Donc, le problème de pétrole pour Sassou en ce moment, c'est gérer son pétrole. Et il y a eu beaucoup, comme Bernard vient de dire, il y a beaucoup
de cargaisons fantômes qui ont disparu et puis en ce moment, qui sont partis même, qui ne sont même pas arrivés à destination des acheteurs comme les Chinois. Les Chinois ont parlé de ça, ils ont traité le Congo d'un État voyou. Donc, maintenant, je trouve que le discours de M. Sassou, c'est un discours décousu. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien qui va garantir les Congolais qu'il y aura changement dans cette structure-là. Si et seulement s'ils veulent qu'il y ait changement, il faut mettre des vrais techniciens, des vrais gestionnaires, des vrais managers à des postes qu'il faut. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire parce que Bernard a déjà détaillé largement à propos. Merci. Voilà, je rappelle que nous sommes à la tribune de la radio, donc aujourd'hui, donc samedi, sur Radio Congo Live en Chicago, nous abordons la question, ce module porte sur le FMI, mais nous avons un petit déblayage du terrain et chemin faisant, nous allons épingler quelques questions relatives à l'intervention du président Denis Sassou Nguesso aujourd'hui. Alors, il y a Dimitri Poa qui vient de nous rejoindre. Salut Dimitri, je vois que ton micro est muté, on peut pas t'écouter, Dimitri. Dimitri Poadon qui va essayer d'enmuter son micro. Voilà. Merci oui, donc Dimitri. Alors voilà. Bon, salut donc à vous Dimitri Poa, membre de la communauté congolaise de Tennessee ici aux USA. Alors Dimitri, nous sommes dans la question du pétrole, une question opaque et personne ne pourra jamais comprendre cette question tant que le régime est en place. C'est cela votre point de vue aussi? Oui, mais je pense que c'est le problème du pétrole qui tue le Congo. Le président Lissouba a eu ce problème dans le changement des prix pétroliers et aujourd'hui nous avons cette crise de corruption qui continue au niveau du Congo. C'est pourquoi, comme Bernard, bonjour, l'a su le dire, et Médard, bonjour, le gouvernement en place essaie de contrôler ces revenus pétroliers parce que c'est la seule source de revenus au Congo actuellement. C'est pourquoi je pense dans le futur, je pense dans nos débats, on va en débattre, des stratégies nouvelles pour diversifier l'économie congolaise afin que le pétrole ne soit plus l'instrument à tuer, si je peux le dire. C'est l'arme qui tue les Congolais aujourd'hui. Comment établir des stratégies futures qui vont nous sortir de ce problème du pétrole? Nous avons du bois, nous avons d'autres ressources également. Pourquoi nous focusons que sur le pétrole afin de diversifier nos économies et faire avancer notre pays? Bon, mais Bernard a tout dit et Médard également. Je pense que ça, c'est mon point de vue pour l'instant. Voilà, dans ce discours, effectivement, Denis Sassou Nguesso a également posé le problème. Il croit qu'effectivement, le gouvernement est en train, ou bien sont en train de lever des obstacles qui conduiraient à la restructuration même de la dette du Congo. Vous avez déjà longuement parlé de cette dette, Bernard Pongui, avec des chiffres à l'appui. Est-ce que vous croyez que ces obstacles comme tels ont été levés et que le Congo s'achemine vers des lendemains meilleurs? Monsieur Jean Louis, ça, il faut encore le rappeler à vos auditeurs. Hein. Nous avons vu Sassou Nguesso le 30 octobre 2017 venir, 30 décembre pardon 2017 venir faire des promesses. Hein. Déjà que les accords avec le Fonds monétaire marchaient bien, que tout le dossier était en bonne voie. Hein. Là, vous voyez encore que ce sont les mêmes choses qu'il est venu dire. Mais nous avons mis la publication de monsieur David Mapas, qui est le sous-secrétaire adjoint au Trésor américain, devant le Congrès américain. Il a énormément expliqué en anglais. Nous avons fait même la traduction de ce discours. Il a dit que même les Chinois ne savent pas combien les Congolais ont pris comme la dette. C'est-à-dire qu'il y a une opacité terrible sur le dossier du Congo-Brazzaville avec cette affaire de la dette. Donc vous voyez que M. David Mapas l'a dit. C'était un haut fonctionnaire américain devant le Congrès. Il dit que plusieurs Congolais partaient contracter la dette auprès des Chinois. Donc, et le Congo lui-même ne sait pas combien il doit aux Chinois. Donc, vous voyez que Sassou Nguesso ne peut pas venir dire ici devant le peuple congolais qu'il y a une transparence dans la gestion de cette affaire de dette avec le Congo. C'est quasiment pas. En ce qui concerne la dette nationale, nous le savons, la dette intérieure, elle est certainement 20 fois ce qu'on est en train de nous dire, parce que la plus grande partie des entreprises qui exercent, ce sont des entreprises familles au Congo.
Parce que, souvenez-vous, hein, nous avons expliqué la mafia, hein, dont cette mafia est bâtie sur une pyramide à 5 paliers. Au sommet, vous avez Sassou Nguesso lui-même, et qui est le chef mafieux au centre de cette dette. Voyez, et vous avez des enfants, vous avez des multinationales, vous avez les généraux militaires et vous avez les politiques et la jeunesse. C'est cette façon que cette dette est en train d'évoluer. Tout un chacun d'eux a des grandes responsabilités, mais il faut le dire que tout est piloté par l'homme qui est au centre, c'est Sassou Nguesso. Donc, tant que Sassou Nguesso sera là, le FMI n'aura jamais les véritables chiffres. On nous parle de 120% de PIB, mais c'est totalement faux parce que même les Américains ne savent pas combien le Congolais doit. Alors, Bernard Pongui, je ne reviendrai pas sur votre stratification, notamment à propos de cette dette. Médard Musica, à terme, quel est le risque que nous courons? Comment entrevoyez-vous l'issue de cette affaire de dette aussi colossale? Médard Musica, voilà. Oui, d'abord, la dette congolaise n'a pas de chiffres. En ce moment, il n'y a pas de chiffres exacts. Le Congo, il faut le dire que depuis que M. Sassou est au pouvoir, le Congo est un pays voyou dans la gestion financière, dans la gestion macroéconomique. Bernard Pongui vient de le dire. Le pétrole, là-bas, on ne peut même pas toucher parce que c'est de l'opacité. Et la dette, quand je passe au niveau de la dette, en ce moment, le blocus, un des blocus, je peux dire, pas le blocus, un des blocus du problème du Congo au niveau du FMI, c'est l'évaluation de la dette chinoise. Il l'a dit, le sous-secrétaire du Trésor américain l'a dit, exactement. Et la dette chinoise, ce n'est pas une dette du gouvernement chinois, du gouvernement congolais avec le gouvernement chinois. C'est une dette privée. C'est des compagnies chinoises qui ont fait leurs travaux, bien que je peux dire que ce n'est pas des vrais travaux parce qu'il y a eu surfacturation, nous le savons très bien. Et les Chinois sont au courant de ça. Ils ont toute la liste de ces compagnies-là. Parce que je vais vous donner un petit exemple. Un petit exemple pour clarifier ça. Le projet Imbulu. Le ministre de Sassou, des grands travaux, dira qu'une fois à l'Assemblée, en justifiant les dépenses de l'État, que l'État avait dépensé dans le projet Imbulu. C'est faux et archi faux. J'ai travaillé dans le projet Imbulu. J'étais chargé des opérations à Pointe-Noire. Les Chinois ont payé tout l'argent pour le projet Imbulu, qui est un projet clé à la main. Donc, après réalisation du projet, les Chinois devaient donner la clé du projet fini au gouvernement congolais et le gouvernement congolais devait rembourser, pas en liquidité, mais en nature. C'est-à-dire, soit gager le pétrole et gager le bois. Voilà pourquoi vous voyez, au niveau les Chinois sont rentrés dans le pétrole parce qu'il y avait un contrat. Les Chinois disent, si vous voulez nous donner le pétrole ne sortira pas de Total au Déni. Nous voulons notre compagnie de pétrole qui est la Sinopec. En ce moment, Sinopec est en train de travailler onshore au niveau à la frontière du Cabinda. Voilà. Donc, il y a quelque chose qu'on est en train de leurrer le peuple congolais, disant que nous avons fait des travaux, mais c'est des travaux, la maturité des travaux, c'est clé à la main. C'est ainsi que vous voyez, la dette congolaise auprès de la Chine, elle est plus privée que gouvernementale. Oui. Dernièrement, quand il y a eu le sommet Chine-Afrique, M. Sassou a demandé une ouverture à Xi Jinping. Xi Jinping a dit non, je ne peux rien faire parce que ça ne concerne pas le gouvernement chinois. Il faut traiter avec ces privés. Voilà. Donc, c'est un problème. Le second problème, comme a dit Bernard, la dette extérieure n'est pas possible. Quand nous allons dans le bois, vous ne savez pas combien de tonnages de bois sortent. Nous allons dans les mines. C'est toute une mafia. Vous vous rappelez bien par exemple, du scandale de Sundance avec les Australiens, où il y a un certain monsieur qui m'a même promis la mort parce que j'ai dénoncé cela dans les réseaux sociaux, dans son site. Que je tairai le nom, je pourrais le dire si vous voulez bien. Donc, voilà le problème du Congo, c'est vraiment opaque. C'est difficile de relever ce problème-là. Si et seulement si le FMI veut aider le Congo, ça sera peut-être parce que le FMI, c'est une structure financière. Et le FMI n'a pas de l'argent. Le FMI n'est que gestionnaire de l'argent donné par des pays bailleurs. Donc, voilà, donc avec vous, Dimitri Poa, le temps presse. Arrêtez là, je vais continuer après. Merci. Oui, il n'y a pas de problème, mesdames. Je rappelle que le thème central, c'est le FMI. Et donc, à l'intérieur, nous épinglons quelques aspects, aussi bien du discours de Sassou que de la réalité sur le terrain. Alors, Dimitri, le FMI tarde toujours à signer avec le Congo. Comment faire
pour que le Congo s'exécute à réaliser les réformes tant attendues. Parce que jusque-là, apparemment, rien n'a été fait. D'abord, le problème de la nomination des cadres. Est-ce que vous en savez quelque chose? Non, j'ai pas une information précise là-dessus, mais je pense que même la stratégie du FMI est une distraction, je pense. Euh, le problème économique du Congo, le déficit économique du Congo que nous réalisons aujourd'hui est dû au contrat de guerre signé par Sassou Nguesso pour revenir au pouvoir. Ce sont des contrats de guerre. Il a des partenaires qui l'ont aidé à reprendre le pouvoir au Congo. Il faut satisfaire ces partenaires-là. C'est pourquoi les chiffres ne seront jamais connus de la dette exacte du Congo. Parce que pour connaître ces chiffres, il faut repartir en amont vers ces contrats internes que le président Sassou lui-même a signé avec ses partenaires qui l'ont aidé à revenir au pouvoir. Et en plus, l'effet économique de l'avant conférence nationale a des effets sur le pillage du pays aujourd'hui. Ce pouvoir était en place avant la conférence nationale. Après la conférence nationale, tous ces partenaires de ce président n'ont pas su gérer leur économie, ont créé un déficit économique de leur côté, et la reprise du pouvoir aujourd'hui les pousse à se rattraper sur leur mauvaise gestion du pays. Pour revenir sur le FMI, le travail que nous avons à faire, peut-être, j'en ai parlé la fois dernière, c'est s'organiser au niveau de la diaspora. Que l'on s'organise sur les problèmes réels du Congo et apporter l'alternative. Parce que si nous voulons demain remplacer ces voleurs qui sont au pouvoir, mais nous devons venir avec des stratégies claires que la population pourra nous faire confiance. On peut parler de ces problèmes du FMI aujourd'hui, mais la vraie situation du Congo, je pense que Bernard l'a énoncé dans l'une de ses dernières vidéos avec l'aller en retraite de tout. On va en parler dans la suite de cette émission. Alors, Bernard Pongui, Monsieur G. Lewis, permettez-moi. Est-ce que nous pouvons revenir sur le problème de l'homme, notamment des nominations, parce que il me semble que Dimitri n'a pas répondu ou effleuré la question. Le problème de l'homme au niveau des recommandations même du FMI. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un effort du gouvernement de nommer des cadres capables ou bien à la hauteur même de la tâche du point de vue de l'intégrité des autres aspects? Bon, mais écoutez, Sassou, c'était un manipulateur, on l'a toujours dit. Hein. Vous voyez, on lui demande de mener des réformes, mais les réformes, Sassou, c'est d'aller chercher ses appuis au sein de la jeunesse. Les toutes dernières nominations que nous venons de voir d'un jeune ressortissant de son ethnie qui n'a pas aussi ce bagage en état d'expérience très élevé, qu'il venait de nommer au poste de douane, qui est une fonction essentielle pour des revenus d'argent pour le Congo-Brazzaville, ça a encore démontré la faiblesse de Sassou Nguesso. Si vous voyez toutes les nominations de Sassou Nguesso est centralisées sur ce que nous appelons la colonisation au sein même du Congo, c'est-à-dire des gens ressortant simplement de son ethnie ou de partie nord du Congo, une façon de pouvoir démontrer qu'au sud, il n'y a pas d'autres cadres. Vous voyez? Et ce qui est encore très important, c'est le domaine de la compétence. Parce qu'il y a deux choses. Hein. Vous pouvez être diplômé comme vous le voulez, mais si vous avez les zéro expérience, surtout pour des fonctions comme celle du patron des douanes congolaises, ça pose véritablement un problème. Il faut lui dire que Sassou ne va jamais régler le problème de la gestion, ni des gouvernances. Jamais il va le faire. Parce que c'est ça qui fait que Sassou se maintienne au pouvoir. Et ce que le peuple congolais doit comprendre, c'est ce que l'opinion internationale doit comprendre, c'est ce que tous ceux qui nous suivent doivent comprendre. Hein. Tout ce que Sassou fait, il ne le fait pas au hasard. Vous avez posé la question tout à l'heure de savoir, dans les nominations, vous voyez par exemple dans les nominations, dans la gestion de la dette du Congo, tous ceux qui prennent les fonctions, qui sont, comme on dit,
des soldats qui vont donc chercher à emprunter de l'argent au nom du Congo ressortent droit de la famille de Sassou Nguesso. Donc vous voyez que il faut le dire ici, c'est ce que nous avons l'habitude de dire aux Congolais, que ce n'est pas l'État congolais qui part s'endetter. Ce sont les nominations de Sassou Nguesso au sein de cette famille. Donc c'est la famille Sassou qui part s'endetter au nom du peuple congolais. Vous aviez parlé tout à l'heure, vous avez posé une question de savoir quelle est la conséquence avec cette affaire de la dette. Mais je crois que la réponse viendrait dans la réponse donnée par la question posée par un membre de Congrès américain qui a dit que, bon, du fait que des investissements chinois sont faits sur des infrastructures, comment la Chine va prendre possession de ces infrastructures puisque ça aide les populations si le Congo ne paierait pas la dette? Mais la réponse de M. David Mapa, c'était clair, dit nous pourrons revenir au cas de Djibouti, c'est-à-dire la Chine prendra possession des terres, prendra possession des minerais, prendra possession de tout le système économique au Congo. Et nous allons nous diriger là, parce que aujourd'hui, le scandale, par exemple, que nous sommes en train de voir avec cette affaire d'écologie à Kélé, ça fait essentiellement partie des stratégies que les Chinois sont en train de mener pour pouvoir récupérer une partie de leur argent qu'ils ont investi au sein de la famille Sassou Nguesso et non au niveau du Congo-Brazzaville. Donc, les nominations de Sassou Nguesso, toutes les nominations sont faites sur des bases ethniques et ces nominations sont donc en train de pousser le pays dans les l'hécatombe et dans les abîmes de l'enfer. Alors, Mesdames Bouzika, vous pensez que c'est tant l'origine des cadres ou la valeur intrinsèque même de ces cadres? On peut être doyo, mais avoir la compétence requise pour diriger une direction ou un département. Est-ce que ce qui compte, c'est tant le fait d'appartenir à la famille du chef de l'État? Oui, Bernard venait de le dire tout à l'heure, parce que ce que nous constatons, c'est que il y a des nominations hasardeuses, je dirais, et qui sont basées sur des attributs, c'est-à-dire des connotations ethniques ou familiales, ou bien des amis amicales. Donc, quand je vois un peu la nomination de ce jeune, bon, dirons qu'il est doctorant, oui, on n'en disconvient pas, on peut avoir le doctorat, mais tant qu'on n'a pas l'expérience, la compétence dans cette matière-là où on vous nomme, le résultat sera, je crois que le résultat ne sera pas aussi celui attendu par le gouvernement. Bon, je ne dirais pas le gouvernement, même si le gouvernement peut s'attendre à un bon résultat, mais nous savons que ça sera de la catastrophe. De la catastrophe parce que M. Sassou, selon les recommandations qu'il a reçues pour changer un peu ces départements financiers où nous connaissons beaucoup de fraude, de corruption, qui sont les impôts, la douane aussi. Il a eu des recommandations à propos. Mais ce qu'il a fait, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Parce que ce monsieur-là, le jeune qui viendra là, je ne le qualifie pas d'incompétent, mais je ne trouve pas qu'il a ces compétences-là de changer les choses au niveau de la douane. Parce que c'est une nomination juste, je pourrais dire, familiale. Parce que je ne sais pas exactement, entre guillemets, on me dira que c'est le fils à son frère, Maurice Nguesso. Bon, voilà. Mais en complément, Jean-Médard, si tu me permets, si Sassou voulait faire réellement de la transparence, mais au Congo, il y a une est-ce qu'il n'y a pas lieu de lui donner une chance, Bernard Pongui? Il n'a même pas encore commencé à travailler. C'est un complément, il n'y a pas de problème. Je peux lui donner la parole. C'est un complément. Je crois que tu me permets de continuer là-dessus. D'accord. Donc, si Sassou veut de cette transparence, ce qui lui permet de pouvoir, au lieu de nommer, il y a une office de l'emploi qui existe au Congo, qu'on appelle ONEMO, mais je crois que ONEMO aujourd'hui peut assurer cette transparence que nous sommes en train de chercher dans les positions, les fonctions les plus élevées du Congo. Et ONEMO aura en ce moment-là la responsabilité de mettre en place des critères qui permettraient donc à tout Congolais de venir déposer son dossier et éventuellement l'ONEMO va étudier, va passer à la politique. Vous pensez qu'il n'y a pas eu comme tel une espèce de Bernard Pongui? Même aller à l'ONEMO. Vous pensez qu'il n'y a pas eu comme tel une espèce d'appel d'offres où les gens ont été sélectionnés sur la base justement des dossiers présentés? Non, il n'y a pas eu d'appel d'offres. Non, à l'intérieur même du système, vous pensez qu'il était le seul à être retenu? Bien sûr que oui, c'est une nomination. Et une nomination est partie droit de Sassou. Donc, c'est une recommandation directe de Sassou. Et donc, c'est Sassou qui décide qui veut mettre. Il ne voit pas des critères. Normalement, si nous voulons de la transparence, les nominations à des fonctions très élevées vont se faire par des groupes totalement indépendants
Et c'est ça aussi la clarté, la traçabilité. Hein? Et Voilà. je voudrais ajouter que ceci, dans ces structures-là qui sont les impôts et les douanes, il y a bien des cadres congolais compétents dedans. Mais étant donné que M. Sassou fait des nominations à la base du népotisme, il ne voit, et du tribalisme, parce qu'il y a des cadres même des autres régions très compétents qui sont dans ces structures-là, qui peuvent bien amener des réformes dont le FMI est en train de demander, ou bien ce que M. Sassou voudrait pour faire une transparence. Mais étant donné que M. Bernard vient de le dire, c'est toute une mafia. On ne peut pas mettre quelqu'un à la tête d'une structure où il y a des entrées d'argent qui ne vont pas suivre les directives de cette famille-là, la gestion clanique de Sassou. Donc, voilà ce que je voulais ajouter dans ça. Voilà, donc je rappelle que nous sommes au journal de la communauté, donc la tribune de fin d'année avec les amis de la rédaction, Jean-Médard Bouzika, Bernard Pongui et Dimitri Pora. Alors Dimitri, c'est avec vous, vous êtes le fils d'un ancien militaire et certainement que vous avez, en côtoyant votre père, vous avez une idée de cette histoire d'avancement dont parlait Bernard Pongui hier, je crois, avec la mise à la retraite de plusieurs soldats de notre pays. Alors, d'emblée, on peut penser que la mise à la retraite anticipée dans l'armée est un phénomène tout à fait normal pour ceux qui n'avancent pas en grade. C'est un phénomène de dictature, c'est un phénomène de contrôle de pouvoir. Pour contrôler le pouvoir, il faut envoyer en retraite les militaires qu'on peut dire qualifiés, ce qui embête l'entourage. Bon, nous parlons d'un pays de dictature, nous ne parlons pas d'un pays démocrate. Donc, la stratégie militaire au Congo a toujours été celle qui a été expliquée, un pouvoir de famille. Il faut contrôler ce pouvoir. Il faut le contrôler avec les amis. Et il va géographiquement dans les régions du pays et soulever des partenaires qui vont l'aider à diriger ce pays dans cette mafia tout simplement pour contrôler les parents de ces régions, les trahir. C'est un système de trahison dans cette politique congolaise. Donc, la majorité de ces officiers qui sont envoyés en retraite aujourd'hui, parce que quand tu atteins un échelon au niveau de l'armée, les postes où les galons deviennent politiques. Après les galons de commandant, lieutenant-colonel, colonel et ce qui en suit général, ce sont des galons politiques. Alors, stratégiquement sur le plan militaire, il faut analyser le terrain. Quelles sont les capacités de ces officiers supérieurs? Est-ce qu'ils peuvent embêter le pouvoir? Est-ce qu'ils peuvent changer les choses dans le pays? Pour les anéantir, il faut les envoyer en retraite anticipée. Parce que dans l'armée, on se connaît. On peut tous débuter combattants ou enfants de l'école de cadets, suite à notre travail fait au niveau de l'école ou dans nos camps militaires, nous connaissons qui est capable de changer les données, qui est capable d'embêter. C'est pourquoi vous avez vu, dans le passé, il y a eu des tueries au niveau de l'armée également. Alors, Dimitri, je voudrais bien vous arrêter pour cerner la réalité de plus près. Comment se font ces avancements? Comment le nom est inscrit, le processus au tableau, ce qu'ils appellent là-bas le tableau d'avancement? Sur quelle base, sur quels critères, justement, se fait ce travail? Mais il faut faire ce qu'on appelle le lèche-cul. Il faut trahir les autres. Faut trahir les autres. Dans les conditions, dans les règles de l'art, dans l'armée, comment? On peut pas parler des règles normales ou normaux dans l'armée congolaise. Il n'y en a pas. C'est Sassou qui contrôle tout. Sassou a ses enfants, je les appelle ses enfants, Babengaka et Papa, qu'il a mis comme chef d'état-major général dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air et partout, tout simplement pour contrôler le pays. Donc, l'avancement dans les galons te donne un certain pouvoir de contrôle dans l'armée. Donc,
Pour contrôler l'armée congolaise, il est obligé de nommer ses parents au galant supérieur et les autres les garder au galant de lieutenant adjudant tout simplement pour les contrôler. Bon, mais il y a eu des calibres dans le temps, hein, comme les Jawara et tout, qui se sont démontrés qu'ils pouvaient aider ce pays à sortir de ce chaos. Et je pense qu'il y en a encore. C'est pas des choses à se dire ici. Merci. Voilà, le temps presse. Nous allons donc prendre, avant de terminer sur ce point avec Bernard Pongui, Jean-Médard Mouzika. Je sais que vous n'êtes pas militaire. Est-ce que vous voyez comme Bernard Pongui, donc Poa aussi, que il n'y a que des manœuvres du gouvernement là-dedans à éliminer les potentiels opposants au niveau de l'armée même, des gens qu'ils estiment dangereux, quand on sait que dans cette armée, il y a aussi des paresseux, donc des gens qui ne vont pas faire ce qu'ils appellent des stages, des gens qui quittent le travail et sont dans le débit de boisson, donc qui passent des décennies simplement à se complaire du statut qu'ils ont de sergent-chef adjudant. Est-ce que vous ne voyez pas là que nous sommes en train de faire de l'amalgame, qu'il faut aussi faire le distinguo entre les paresseux, ceux qui aussi vont échouer là-bas au stage? Ben, Monsieur John Louis, je m'adresse, la question ne s'adresse pas à vous, Bernard Pongui, Ah, d'accord. Vous allez conclure sur ce point. Effectivement, je connais un peu certaines choses de l'armée parce que aussi je suis fils d'un militaire. Les avancements dans l'armée, comme l'a dit Dimitri, quand vous êtes engagé dans l'armée en tant que soldat, les avancements vont avec des stages. Vous faites des stages pour passer première classe, deuxième classe, et pardon, deuxième classe jusqu'à caporal. Et les galons d'officiers supérieurs sont politiques, exactement. Mais il faut dire de prime abord que l'armée congolaise est improductive d'abord. Il y a pléthore de militaires. C'est ce que le président Lissouba voulait refaire. Parce que la pyramide est renversée. Il y a plus d'officiers et moins de combattants par rapport au pourcentage et par rapport à la population congolaise. Il faut le dire. Secondo, je passe encore. Je revenais sur les nominations. Le Congo, c'est un pays qui dépense beaucoup dans l'armée. Le budget militaire congolais est très énorme. Et je crois que Bernard l'avait dit dernièrement. Donc, les nominations normales dans les casernes se font par rapport au stage où tout le monde devait y participer. Et par rapport aux résultats reçus de chacun, il y aura des avancements. Imaginez-vous, des années passées, Ngouabi est passé président avec quel galant? Capitaine. Il est mort. Commandant. Au-dessus de lui, il y avait des colonels, les Mouzabakani, les Yombi. Il n'y avait pas des avancements hasardeux comme actuellement. Vous voyez des gens qui ne font qu'évoluer et surtout des officiers qu'on forme de l'école militaire, de l'académie. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tant d'officiers pour un petit pays qui a 4 millions d'habitants. Il y en a trop. Une cinquantaine, plus d'une cinquantaine de généraux. Tout ça, c'est seulement des nominations planiques. Vous allez voir parmi les 50 généraux, il y a combien de généraux qui sortent de la cuvette issus de la même région que Sassou. C'est des nominations planiques, tribales. C'est tout. Donc, en ce moment, l'armée est à reformer. Et nous avons des vrais militaires qui sont là. Et il y a certains qui servent même dans l'armée congolaise actuelle, mais qui sont étouffés. De voir des gens, des militaires qui n'ont pas leur calibre, les gérer maintenant soit au-dessus d'eux, parce qu'ils sont de la famille Sassou ou bien de la tribu Mboshi. Il faut le dénoncer. En ce moment, le tribalisme est à un niveau très élevé au Congo. Donc, les nominations, en ce moment, les avancements sont à base du tribalisme. C'est tout. Donc, il n'y a pas à chercher midi à 14 h. La vérité est là, nous le savons. Et certains militaires qui sont en train de nous suivre le savent très bien. Qu'il y a des troubadours, des militaires troubadours qui sont là, qui sont devenus colonels et qui ne savent même pas parfois diriger un petit bataillon. Bon, je peux dire un petit groupe de gens par un bataillon parce que le bataillon est déjà plus grand. Donc, c'est regrettable en ce moment que l'armée congolaise, tout est à refaire, et nous avions des militaires capables de le faire, capables de presser l'armée congolaise. Merci. Voilà, Bernard Pongui, pourtant, tout cela s'inscrit dans le droit fil des recommandations du FMI. Vous pensez que
ça va être plus grave encore parce qu'il y a là des caporaux, peut-être des soldats, caporaux, chefs, sergents, et la liste à venir est longue et va peut-être susciter des réactions. Mais déjà, la liste que nous avons publiée hier parle des officiers. Hein, donc, on parle de 192 officiers. Mais il y a une liste qui est en cours qui ne sera jamais publiée parce que ça fait partie des stratégies de Sassou pour éviter que les gens se révoltent au sein de ses propres troupes. Hein, notamment la liste des sous-officiers et des combattants en première classe. Vous voyez, Dino Wiss, on le dit, et ça sera la liste qui est en cours. Ça sera une surprise hein, pour ces sous-officiers et les combattants en première classe. Quand ils vont se rendre au travail, on va simplement leur dépouiller de leur uniforme et leur envoyer chez eux. On leur dira tout simplement qu'ils ne feront plus partie d'un Gestapo, des forces armées spécifiques à Sassou Nguesso. Mais ce que dit Louis, en écoutant ce que Jean Médard a dit et mon frère Kowa venait de dire, vous voyez bien que si vous ne faites pas partie sur le tableau d'avancement, vous ne pourrez jamais évoluer en grade. Dans la liste qu'on a publiée hier de ceux qui ont été envoyés en retraite anticipée, on a parlé des maturités de grade ou de galons. Mais pour que les gens avancent, il va falloir que la hiérarchie vous positionne dans les avancements. Or, en ce qui concerne le Congo, toute cette hiérarchie militaire est dirigée par l'ethnie. Tous les généraux, 99% de ces généraux, des officiers supérieurs sont de l'ethnie de Sassou ou encore sont acquis à Sassou. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc positionner les leurs aussi, hein, c'est-à-dire les ressortissants revenant de leurs ethnies sur les tableaux d'avancement. Et ce sont ceux-là qui bénéficient donc des stages. Et quand vous essayez de regarder la liste publiée d'hier, 99% sont des gens ressortissants du Sud, hein, par leur nom, et puis quelques gens des plateaux qu'on appelle ici les Batékés. Est-ce que cela ne confirme pas d'abord la supériorité démographique entre la partie nord et sud? Pour une information de plus. Allez-y. Allez-y, Bernard Pongui, c'est une question que je vous pose. Est-ce que le fait que vous voyez qu'il y a beaucoup plus de noms des gens du Sud ne justifie pas le fait également qu'il y a plus des gens du Sud que du Nord? Mécaniquement, je pourrais vous répondre. Ça démontre. Et en termes de proportion, les gens du Sud seront toujours plus nombreux, quel soit le domaine que vous prenez, non? Qu'on n'en veuille pas, quelles que soient les stratégies que Sassou mettra en place pour essayer de réduire les populations du Sud, il n'arrivera toujours pas. Mais les stratégies de Sassou, c'est quoi? C'est qu'il y a plus, du point de vue démographique, il y a plusieurs populations au niveau du Sud et ces effectifs font aussi partie de l'armée. Et donc, il faut donc purifier l'armée. Pour purifier l'armée, qu'est-ce qu'on fait? On met des blocages, on met des cales dans les tableaux d'avancement. La hiérarchie est dirigée par l'ethnie, par la famille. Et donc, tout ressortissant du Sud ne peut pas profiter ou obtenir un stage, quelles que soient ses compétences. Donc, on bloque. Et on vous met dans un état où votre galon arrive à maturité, à un certain âge, et donc on vous pousse simplement à la retraite anticipée. C'est une stratégie qui donc Bernard, vous pensez que c'est un blocage arrangé pour vous retarder expressément et le moment venu vous mettre dehors? Exactement, vous l'avez bien dit, là, ça fait partie des stratégies de Sassou. Vous empêchez, on ne vous met pas dans les tableaux d'avancement parce que la hiérarchie est dominée par l'ethnie, par le clan. Et donc, vous qui êtes ressortissant du Sud, vous êtes abandonné à vous-même, on vous bloque dans cette position de galon et on ne vous fait pas avancer. À un certain moment, la meilleure façon de vous pousser à la porte, c'est simplement vous dire, votre galon a atteint la maturité par rapport à votre âge, vous ne pouvez plus avancer et donc vous devez simplement aller en retraite anticipée. Mais qu'est-ce que ça signifie la retraite anticipée au Congo? Comme tous les retraités, ça sera une vie difficile. Les militaires, on le reconnaît au Congo, hein, pour avoir un peu beaucoup plus d'argent dans le paiement de salaire, il faut avoir beaucoup d'enfants. Donc vous voyez que ce sont des familles qu'on est en train de branler, c'est une société qu'on est en train de détruire. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux militaires congolais, tant que vous attendez la mort chez vous, eh bien la mort viendra vous chercher chez vous, viendra vous chercher dans vos familles. Il est temps que réellement vous vous levez pour aller défendre la nation. Alors nous allons bientôt nous séparer. Dimitri, peut-être une réaction rapidement? Oui, non, c'est tout simplement pour ajouter
rappelons-nous, ce sont des stratégies Sassou Nguesso. Ce même problème de retraite anticipée s'est réalisé en 92 pendant la conférence nationale même. Il y avait des militaires listés. Mon père était également listé à l'intérieur parce que c'est un lissoubiste, listé dans la liste que s'il reprenait le pouvoir, tous ces militaires partaient en retraite. C'est la même chose. Nous parlons du dialogue aujourd'hui et n'oubliez pas qu'on s'avance des prochaines élections au Congo. Il faut contrôler le territoire. On contrôle le territoire avec ses partenaires directs. Donc, pour affaiblir l'opposition, il faut envoyer l'armée opposante en retraite. Regardons, faisons les statistiques, nous verrons qu'en 2021, la force sera plus celle du PCT au pouvoir dans l'armée pour contrôler les élections, pour contrôler tout ce qui va se passer. Voilà. Ce dialogue, tout ça, c'est une distraction, ce sont des stratégies internes militaires qui se passent. Voilà, je vous rappelle que nous sommes avec Bernard Pongui, Médard Musica, Dimitri Poa, ici aux gens de la communauté. Dans quelques 7 minutes ou 8 minutes, nous allons nous séparer. Bon, j'ai des auditeurs qui veulent bien intervenir, mais vous comprenez que, bon, nous avons un auditeur qu'on appelle Joshua Matthew. Je crois, monsieur Joshua, si vous êtes aux USA, vous pouvez simplement téléphoner au 646 548 86 56 avec ID 738 679. Je rappelle donc aux auditeurs des USA qu'ils peuvent directement téléphoner au 646 548 86 56. Alors, je vois qu'il y a notre ami Mikwiza qui nous appelle. Alors, Albertine Mikwiza, vous êtes en retard, hein? Nous sommes donc, vous avez donc, vous pouvez vous connecter parce qu'il nous reste moins de 10 minutes pour terminer l'émission. Nous parlons du FMI maintenant. Ah ben c'est raté ça. Mais il n'y a pas de problème. Donc, nous allons remettre, nous retrouvons sur le journal de la communauté Albert Alphonsine peut-être dans 2 semaines. Et nous parlerons des femmes, des droits des femmes et voilà. Donc, merci Albertine Mikwiza. Nous sommes en train de conclure cette émission du journal, donc ce journal de la communauté avec un autre élément que le président Denis Sassou Nguesso a cité, notamment quelques réalisations. Vous avez les tours jumelles quelque part, donc où on parle de l'Institut technologique d'Oyo, le siège du Parlement. Peut-être, dirait-on, des réalisations qui peut-être frisent le luxe. Est-ce que cela participe de soulager les populations? Réaction. Construction de tours jumelles, construction du siège du Parlement. Bon, mais écoutez, M. Jean-Louis, on le dit, hein, est-ce que ça fait partie de la priorité du peuple congolais? Nous ne pensons pas. Tous les investissements de Sassou ont été faits sur des affinités ethniques ou encore pas sur l'intention de pouvoir aider les populations. Ce que les populations veulent, c'est quoi? C'est la création des emplois. Hein? Tous les jeunes Congolais aujourd'hui ont envie de travailler. Éventuellement, les états de route doivent être faits dans des bonnes conditions, permettre aux gens de mener leurs activités d'une manière officielle, la sécurité des populations, mais ça soit échoué. Hein? Pendant plus de 40 ans aujourd'hui, nous parlons de la construction de 2 tours jumelles ou du Parlement. Ça signifie quoi? Ça signifie une gifle à la face du peuple, un peuple qui aujourd'hui qui est frappé par un taux de chômage très élevé, la jeunesse qui manque de tout, les conditions scolaires qui sont complètement détruites, mais qui sont les bonnes dans son village à Oyo. Donc vous voyez que tout ce que Sassou vient de vous dire ici, c'est pour son compte personnel. Il ne voit pas le peuple, il ne voit pas cette jeunesse, il ne voit pas les retraités. Vous voyez, donc on le dit, ça ne faisait pas partie des priorités. Toutes les priorités qu'ils ont eu à faire, qu'ils ont utilisées comme une possibilité d'aller soutirer l'argent dans les caisses de l'État par le pillage et le vol, ne bénéficiera jamais à la population, sinon que aux élites du Parti congolais du travail qui sont gangrénées par la corruption, la fraude, et éventuellement suées par des crimes de masse ou des génocides. En revanche, Médard Musica, nous avons quelque chose de plus intéressant ici, notamment la fibre optique. Elle est effective, mais peut-être on croit que les vidéos ne passent pas. Médard Musica, votre téléphone est fermé. Voilà, allez-y. Écoutez, je crois que ce que
tu venais de parler à propos de siège du Parlement, les tours humaines. Je crois que M. Sassou encore, il continue à échouer. Il faut savoir que quand on est dirigeant, on est leader, on doit penser d'abord au développement humain. Qu'est-ce que ces choses-là, les tours humaines ou bien le Parlement vont apporter au peuple congolais? Nous avons vu ce qu'il a fait pendant ces dizaines d'années passées avec les fêtes d'indépendance dans chaque département, où il a construit des sièges, de la présidence, maison de la présidence, des résidences de la présidence. Qu'est-ce que ça a apporté aux villageois, aux habitants de ces régions-là? Les routes, ils n'ont pas créé des emplois. On m'a dit même que peut-être ce serait même mieux pour lui de construire des hôtels dans chaque département ou bien dans chaque chef-lieu de département où les gens viendront et puis ça va créer de l'emploi. Vous allez construire des résidences de la présidence. Est-ce qu'il y va tous les jours ou bien tous les mois? Ça, c'est de l'argent jeté. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec M. Sassou. Et quand vous allez parler de ça, les deux tours humains, le Parlement, ça, c'est une réalisation qui va dans le sens du développement humain. Quand les routes ne sont pas, regardez l'épaisseur des bitumes qu'ils mettent. Après une pluie, les routes sont effondrées. Est-ce qu'ils ont des bons géologues qui travaillent avec eux? Voilà pourquoi les mêmes personnes qu'ils embauchent, qui travaillent avec ces compagnies ou bien qu'ils embauchent, c'est des gens qui sont embauchés par aspect tribal. C'est écœurant ce que nous voyons là-bas. Les routes ne sont pas... Regardez l'eau. On n'a pas de l'eau potable au Congo. Un pays qui a plein d'affluents, qui a plein de rivières. Mais c'est aberrant. Donc, tout ce que M. Sassou est en train de dire, c'est du zéro, c'est du bluff, je veux dire. Nous avons vu comment ils ont mis de l'argent dans l'agriculture. C'est tout juste une parenthèse. 100 milliards avec M. Rigobert Mabundu. Aucun hectare de l'État pour produire même du maïs, il n'y en a pas. Alors, donc, voilà, je trouve que c'est de l'aventure. M. Sassou, ce n'est qu'un aventurier à la tête d'un État. Bon, est-ce que, Dimitri Poa, la fibre optique, ça, ce n'est pas de l'aventure, c'est de la réalité? Vous pouvez maintenant téléphoner sur WhatsApp et autres, non? C'est de l'aventure. Je vais donner un cahier de charge à M. Sassou Nguesso. Allez-y rapidement, il nous reste 3 minutes. Oui, on a besoin de l'eau potable, on a besoin de l'électricité, on a besoin de la reconstruction de nos universités, qu'il y ait une université à Pointe-Noire, à Dolisie, en Caï, pour limiter le déplacement des populations, pour faciliter la créativité, l'innovation, la construction de routes pour que nos vieilles mamans qui sont dans les fins fonds des villages, qui font leur tubercule, l'arachide, arrivent à transporter leurs produits de ces villages lointains à Brazzaville. Il n'a qu'à copier le Gabon, tout simplement, le pays voisin, le Gabon. En une journée, tu peux atteindre Libreville. Mais au Congo, tu dois faire 2 jours de route, 3 jours de route pour atteindre Brazzaville. C'est ce que la population a besoin. Il peut garder son pouvoir comme il veut, mais qu'il nous donne de l'eau potable, l'électricité, des écoles et les infrastructures sportives. Nous avons besoin du sport, relever le sport du Congo, retrouver les années 72, la gloire de l'handball, du basketball avec Interclub, le football avec Diable Noir, Étoile du Congo, Patronage, Cara. Nous avons besoin de ce loisir-là. Nous n'avons pas besoin de sa politique des voleurs-là. Donc, nous voulons une transformation du pays. Je m'excuse des termes utilisés, mais c'est ce que nous vivons actuellement. La population a besoin de se libérer. Et il peut libérer la population en les donnant des moyens de transformation. C'est ce que nous avons besoin. Si ces fibres optiques peuvent nous permettre, on n'arrive même pas à avoir une communication de 30 minutes avec certains amis ou parents qui sont au Congo là-bas. Et ça, c'est quelle fibre optique qu'il a installée. Nous avons des techniciens ici au niveau des États-Unis. Nous pouvons transformer ce pays. Merci. Voilà, Bernard Pongui, nous allons donc conclure avec vous. Je donnerai à Médard l'opportunité dans la primeur de faire le résumé de cet entretien.
Bernard Pongui, il y a un aspect que nous avons effleuré, sur celui de la lutte contre la corruption, notamment. Alors, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus pour montrer effectivement que c'est une exigence capitale même du FMI et que la commission, parce que nous savons tous que cette commission avait déjà été mise en place et qu'elle a finalement été mise dans les oubliettes. Bernard Pongui, votre point de vue là-dessus? Ben écoutez, le FMI est très clair. Si le FMI ou encore la Banque mondiale est sincère avec leur idéologie, le cas du Congo, c'est un cas exceptionnel. L'Angola venait d'avoir son prêt, le Congo ne l'a pas encore eu. Et donc, vous voyez que la lutte contre la corruption, ce n'est pas Sassou qui va faire cette lutte contre la corruption. Parce que le corrupteur numéro 1, c'est Sassou. Ce n'est pas pour rien qu'il est parti en France, qu'il est allé voir Total, parce qu'il y a des prix qui vont venir à maturité en 2021, en 2018, 2019, jusqu'en 2025. Donc, c'est encore une corruption énorme qui va entraîner. Sassou n'apportera jamais la solution pour les problèmes du Congo. Il ne mènera jamais la lutte pour la transparence. Il ne mènera jamais la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption se fera quand il y aura changement de régime. C'est ce que nous demandons. Et c'est d'ailleurs le message que nous voulons faire passer au Fonds monétaire international et aux Américains qui veulent avoir des résultats. Les résultats, vous ne pouvez pas l'avoir avec Sassou. Vous ne l'aurez jamais. Les résultats viendront avec le changement de régime. Une fois que le régime est changé, il y aura des structures qui se mettront en place. Et c'est en ce moment-là qu'on parlera même d'un dialogue, un véritable dialogue qui va balayer toute la magouille, que Sassou a mis en place, toute la corruption que Sassou a gangrénée au niveau du Congo. Tant que vous nous parlez toujours des mêmes dialogues avec Sassou, vous nous parlez de lutte contre la corruption avec Sassou, le Congo n'ira nulle part. Il faut que ça rentre dans la tête des Congolais. Et nous demandons au FMI de nous aider et à tous les partenaires économiques. Nous savons que vous allez investir votre argent en donnant un prêt au Congo, mais il faut que vous puissiez vite retrouver votre retour sur l'investissement. Le retour sur l'investissement se fait parce que vous avez donné de l'argent à un pays qui fait fonctionner le pays et le pays arrive avec des situations macroéconomiques positives. Et en ce moment-là, vous serez content de recevoir votre retour sur l'investissement dans les normes et dans les délais. Présentement, le Congo ne pourra pas le faire parce qu'il y a une mauvaise gestion et une mauvaise équipe qui est là. Et ça, il faut que ça s'arrête. Alors, est protégé par une corruption de la France-Afrique. Et ça, il faut que ça s'arrête. Nous voulons en freinant cette affaire-là. C'est le changement de régime que le peuple attend et non un dialogue avec Sassou qui ne va rien aboutir. La lutte contre la corruption, Sassou ne le fera pas parce qu'il est au sommet de la pyramide de cette corruption. Voilà ce que le peuple cherche. Alors, je vois que vous constatez autant que moi qu'il y a notre soeur qui est arrivée, donc Alphonsine Mukwiza qui arrive à la fin de l'émission, c'est bien regrettable, mais qui est tout de même là. Merci Alphonsine de venir. Alors, vous prenez le train en marche. Nous sommes sur le point de conclure, notamment sur la question des antivaleurs. Comment arrêter cela, Alphonsine Mukwiza? Pensez-vous, comme Bernard Pongui, qu'il faut refondre toute la chose, notamment faire écrouler tout le système pour régler la question de façon beaucoup plus efficiente? Alphonsine Mukwiza, je rappelle qu'elle est une actrice, une militante, j'allais dire, des droits de l'homme en France. Je suis désolée de prendre l'échange comme ça au milieu. Je suis désolée pour ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent. Alors, pour le Congo-Brazzaville, de toutes les façons, la solution, on la connaît. Quand vous parlez des antivaleurs, mais si vous avez en tête d'une nation la personne qui incarne même les antivaleurs, vous voulez quoi? Parce que qu'on le veuille ou pas, si tout le système congolais est gangréné, c'est parce qu'à la tête, justement, la tête est gangrénée. Les gens font comme le chef fait. Donc, c'est comme ça, ça c'est inévitable. Donc, tout le monde, ben voilà, lui, il vole, pourquoi pas nous? Donc, ça se répercute sur toute la société. Mais là, pour moi, je suis claire là-dessus. C'est tout le système qui doit tomber. Parce que quand tout le système tombe, c'est comme un bing-bang. Tout le système doit tomber pour repartir sur des nouvelles bases, pour refonder le Congo-Brazzaville. Il faut que tout le système tombe.
Et là, il y aura une autre, en fait, une autre dynamique, hein, comme on dit, qui permettra à ce que tout reparte sur des nouvelles bases. Et forcément, il y aura des nouveaux hommes, il y aura des nouvelles femmes qui vont apporter du nouveau. Parce que, qu'on le veuille ou pas, au Congo-Brazzaville, on voit bien que la loi n'est pas respectée. Personne ne respecte la loi, du sommet jusqu'à la base. Donc, vous voulez quoi? Moi, je pense que quand tu auras quelque chose de nouveau, qu'il y aura ce changement radical, je pense qu'il y aura la répercussion sur tous les plans. Donc, c'est selon ce que les hommes et les femmes qui vont arriver, des nouveaux hommes, des nouvelles femmes qui vont apporter, qui vont mettre en place des choses, des nouvelles choses. Automatiquement, ça va se répercuter. Rappelez-vous, quand on est allé à la conférence nationale, à la sortie de cette conférence nationale, vous avez bien vu que pendant la transition, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ne partaient pas au boulot, ceux qui restaient chez eux, surtout dans la fonction publique, qu'est-ce qui s'est passé quand Maître Coco, je pense que c'est lui qui était le ministre du Travail, quand il a commencé à aller rendre visite, faire des visites surprises dans la fonction publique, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde se levait tôt pour aller au boulot. Quand on a commencé avec Milongo pour collecter les impôts, les taxes et autres, et qu'il y avait justement cette dynamique qui permettait à ce que les choses repartent. C'est l'espoir aussi qui peut faire changer les choses. L'espoir, justement, ça permet à certains, voilà, on a de l'espoir et on se comporte mieux et qu'on veut tous participer à la reconstruction du pays. Donc, on avait bien vu pendant la transition ce qui s'est passé. Donc, automatiquement, les gens changeaient leur comportement parce qu'il y avait des nouveaux hommes, il y avait autre chose qui est arrivé. Et automatiquement, les gens ont commencé à aller au boulot, faire attention, voilà. Donc, c'est ça, justement, c'est ce qui doit se passer au Congo parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, le système est gangréné, qu'on le veuille ou pas, il faut que tout le système tombe pour qu'on reparte sur des nouvelles valeurs. Ce n'est pas possible, c'est bloqué, tout est bloqué. Donc, on n'y peut rien, c'est ce que je voulais dire. Alphonsine, merci donc, mais je voudrais dire aux auditeurs que vous avez introduit à la rédaction un point intéressant sur l'égalité de l'homme et de la femme. Doutez-vous de cette égalité à ce jour, quand on sait que à Brazzaville, par exemple, les femmes non seulement travaillent, mais elles torturent, elles pillent, elles encouragent même le vol. Ah bon? Ben, je ne sais pas si c'est les femmes. Pourquoi douter de cette égalité à ce jour? Alors, alors déjà, au Congo-Brazzaville, si on parle du Congo-Brazzaville, il n'y a pas d'égalité homme-femme. Donc, rien que le principe de base, c'est tous les êtres humains doivent être égaux devant la loi. Mais est-ce qu'on est égaux devant la loi entre les hommes et les femmes au Congo-Brazzaville? Je vous donne un texte déjà qui fait qu'on ne soit pas, que les hommes et les femmes ne soient pas ne soient pas égaux. Déjà, autoriser la polygamie pour les hommes et les femmes doivent avoir qu'un seul homme. Vous voyez déjà rien que sur cette base, il n'y a pas d'égalité. Vous pensez qu'en Occident, quand on refuse la polygamie, c'est pourquoi? C'est parce qu'on veut respecter cette égalité entre hommes et femmes. Mais ça n'existe pas ailleurs. Vous voulez qu'il y ait la polygamie. Vous, les hommes, vous avez le droit d'épouser 2 femmes, 10 femmes. Et les femmes n'ont pas le droit d'épouser 10 hommes. Et l'égalité, elle est où déjà? Ça, alors, est-ce que vous voulez réagir là ou bien on va conclure avec Madame Musicale? Et voilà, rien que sur ce principe. Bernard Pongui, 30 secondes. Oui, j'aimerais simplement dire que le nouveau Congo mettra en valeur les femmes. Hein, c'est-à-dire qu'on mettra les femmes, peut-être que les femmes seront la solution pour le futur, la gestion du Congo, possible, mais en tout cas, nous, dans notre tête, dans notre vision du Congo, les femmes seront au sommet de ce pays. Voilà. Oui, mais voilà, alors… Nous allons… Et j'aimerais apporter un point sur cela également. 30 secondes, allez-y. Oui, regardons la transformation au niveau de l'Amérique du Nord. Ma sœur vient de parler de Milongo. Milongo avait une vision de l'Amérique du Nord. C'est pourquoi nous avons vu cette transformation au niveau des taxes. Concernant les femmes également, ce vent au niveau du Nord, on peut parler de l'égalité aujourd'hui parce qu'on peut le voir dans l'engagement dans certaines organisations. Je peux donner l'exemple de mon organisation. Nous sommes en train d'engager plus de femmes dans des positions de leadership. Il y en a plus de 20 dans mon organisation.
Donc, au niveau de l'Amérique, il y a un changement à ce niveau-là. Oui, Nous mais pourrons ça, le transformer. Ce sera Au l'objet. Congo, on pourra l'amener au Congo plus tard. Ce mais sera parce que l'objet vous de la êtes prochaine tribune, nous, on parle du Congo Alphonsine. Brazzaville. Oui, ben oui, Alphonsine, c'est nous ne faisons qu'effleurer, tout déblayer à les fait. choses. D'accord. On va consacrer toute une tribune à cette question d'égalité homme-femme. Exactement. Et donc, nous donnons la possibilité à notre ami Jean Médard Musica, que vous découvrez certainement, Alphonsine, sur ce plateau. Enchanté. On Qui est s'est le raté président, vous êtes le à New président York. de Mais on la s'est raté plateforme. avec elle à New York dernièrement. Tout à fait. Ok, voilà. Jean Parce qu'on Médard devait se Musica. voir et qu'il y a eu un contretemps. Mais ce Exactement. n'est que partie remise. Hein. Partie remise, ma soeur. Jean Médard Musica, que doit retenir celui qui vient, je les vois connectés, ils sont nombreux, celui qui vient de se connecter il y a quelques secondes, que doit-il retenir de ce débat? Oui, nous devons retenir de ce débat d'abord des nominations hasardeuses à la tête des structures très stratégiques de l'État. Bon, personnellement, je trouve que c'est du non-événement, mais malheureusement, c'est un événement parce que ça ne fait que mettre le Congo sous les caves des nations, du club des nations. Parce que c'est des nominations qui émanent du népotisme et du tribalisme. Bon, nous voyons aussi qu'on a mis à la retraite des militaires des officiers et malheureusement, nous voyons dans cette liste-là et aussi, c'est des officiers mis en retraite sur des bases tribales. Alors, pour le FMI, je voudrais dire quelque chose que le Congo est encore très, très loin de signer quelque chose, un accord avec le FMI parce que et puis, bon, je voudrais souligner quelque chose que les Congolais doivent savoir que le FMI n'est que gestionnaire des fonds. Le FMI n'est pas pourvoyeur des fonds. Le FMI gère de l'argent. Quand le FMI a un dossier d'un pays comme le Congo, il le soumet aux pays bailleurs de fonds qui sont les États-Unis, le Canada, la Suède, la France, le Japon, etc. Et ce sont les directeurs les directeurs spéciaux envoyés de ces pays envoyés aux États, au niveau du FMI, qui contrôlent ça, qui soumettent ça à leur pays. Donc, étant donné que le problème du pays est désormais international, Bernard Poundy l'a dit, ce n'est plus comme avant avec DSK qui pouvait signer. Madame Lagarde ne peut rien signer en ce moment sans l'approbation du conseil d'administration du FMI. Alors, pour voir encore comment le Congo est traité au niveau des grands clubs, des grands pays comme les États-Unis, le Canada, la France, bon, pas la France parce qu'il y a une certaine hypocrisie, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du gouvernement français alors pour le Congo. Nous nous rappelons très bien que quand le Congo a été qualifié comme PPTE, c'était au même moment que le Libéria. C'est pour sensibiliser les Congolais, pour savoir que le Congo, pour vous dire que le Congo est mal géré et géré par des voyous. Ils étaient qualifiés comme PPTE au même moment que le Libéria. Et alors, les dettes des deux pays étaient à 80% du PIB. 80%, je ne mâche pas mes mots. Étant donné que le Congo, plus riche que le Libéria, la dette du Congo est remontée à plus de 120%. Je dirais même 180% parce que la dette intérieure n'est pas encore comptabilisée, on ne sait pas combien. Demandez-moi combien la dette du Libéria en ce moment. Madame Sirleaf, je salue d'abord les dames. Madame Sirleaf a été vraiment un bon leader. Elle a descendu la dette du Nigeria et du Libéria par contre. La dette du Libéria est descendue à 40% du PIB, ma soeur. Vous voyez? Alors que le Libéria n'a pas assez d'entrée que le Congo. Donc, c'est pour nous dire que même le discours de M. Sassou, c'est de l'utopie, c'est de l'aventure. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, il faut vider ce système-là. C'est un système mafieux qui est là, qui a beaucoup de tâches, d'huile, et ça ne pourra pas amener le Congo vers un développement quelconque dans les années à venir. Comme ils parlaient eux-mêmes de l'émergence en 2025. Quelle émergence? Voilà. Merci, voilà. Voilà, merci donc Médard Musica. Je rappelle que Médard Musica est le président, je crois, de la plateforme d'Amérique du Nord. C'est cela, hein, Médard? Je suis coordonnateur de la plateforme nord-américaine. Voilà, je crois que vous reviendrez, Médard Musica, dans un one-on-one, présenter votre structure avec beaucoup plus de détails. Alors, merci donc d'être venus, chers amis. Je m'en vais souhaiter bonne fête à tous les Congolais donc, qui nous suivent, surtout de Brazzaville, de
de la France, des USA et de partout. Donc, nous nous retrouverons dans 2 semaines pour reprendre ces tribunes et les one-on-one, donc les interviews individuelles. Vous savez que tous ceux qui viennent participer à ces interviews ou à ces tribunes ne le font que par gentillesse, car tout est bénévole. Nous ne payons pas les gens dans cette radio parce que nous-mêmes, nous ne produisons pas des petits, comme on le dit, c'est-à-dire la radio ne produit pas des bénéfices pour payer des invités. Alors, encore une fois, merci à vous, les amis de la radio, de la rédaction, Aristide Mobébissi, Sadio Morel-Kanté, Georges Tsiba, Alphonsine Mukwiza, Jean Médard Mouzika, Bernard Pongui, Évrard Nongo, Albert Lombo, Dimitri Poa, Martial Boulingi, Freddy Maungu et les autres. J'en ai peut-être oublié. Vous voyez, ces amis viennent toujours participer, contribuer au débat pour essayer d'inspirer les politiques et tous les économistes, les commerçants pour faire avancer le débat dans notre pays. Car ce qui manque, c'est d'abord ce débat. Ce débat n'existe pas dans la culture congolaise. C'est pourquoi les gens sont toujours en proie à utiliser des moyens violents pour triompher. Alors, merci. Et donc, bonne fête à vous. Je vous donne à vous l'opportunité de saluer rapidement, en quelques secondes, des parents, de souhaiter Boanana à des amis qui vous écoutent de partout. Bon, mais les miens, ils sont nombreux. Je veux tout simplement les dire que la Voix du Patriote fait sa sortie pour 2019. Nous avons des sujets sociaux, économiques et éducatifs que nous allons partager avec la communauté congolaise des États-Unis et partout dans le monde. Nous laissons la politique aux politiciens, mais nous trouvons que le social et l'économie est la clé du développement d'un pays. Et nous allons parler des stratégies pour pouvoir se former afin que demain, on ait des cadres qualifiés pour pouvoir changer ce Congo de demain que nous parlions toujours. Merci et bonne année à tous. Allez, le suivant. Bon, alors, moi, je commence par m'excuser d'avoir raté le début. Je m'excuse devant vous tous. Et je souhaite vraiment la bonne année à toute ma famille, à tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent, aux Congolais aussi. Je sais bien qu'au pays, c'est dur. On est au courant de tout ce qui se passe là-bas. Donc, nous souffrons avec vous. Je vous assure que nous ne vous laisserons pas tomber ça. Soyez-en sûrs que nous sommes là debout jusqu'au bout. Donc, on est là, on travaille, on ne croise pas les bras. Donc, soyez rassurés, vous aussi là-bas, ne baissez pas les bras. C'est ce que je voulais dire. Alors, pour le social, je voulais tout simplement dire à mon ami que c'est le politique qui organise le social. Donc, sans le politique, on ne peut rien faire dans le social. Donc, bonne année à tous et au plaisir de nous revoir en 2019 on espère que les choses vont changer en 2019. J'y crois, moi. Voilà. Merci à tous et plein de bisous. Le suivant. Aux jeunes du Congo-Brazzaville, aux jeunes de la République démocratique du Congo, on vous dit encore, ne soyez pas les esclaves, prenez votre futur entre vos mains et que 2019 soit une année que vous allez vous libérer de cette souffrance, de cette dictature. Aux jeunes Africains, libérez-vous, soyez des hommes de conviction, des hommes de parole, ne pas toujours être des esclaves d'un système, battez-vous à vous libérer. Personne d'autre, vous devez le savoir, ne peut venir vous libérer si c'est nous que vous vous battez vous-même pour votre liberté. Par ces mots, je vous souhaite bon courage et que le Créateur continue de nous guider et veut le meilleur pour l'année 2019. Ah oui, pour ma part, je vais souhaiter tous mes meilleurs vœux à tous les Congolais, que ce soit de la RDC ou bien du Brazzaville. En fait, je voudrais d'abord... en passant, je voudrais remercier Jean-Louis pour cette tribune-là parce que ça éduque beaucoup, ça épanouit beaucoup. Et que soyez connectés, chers frères et sœurs, parce que le problème du Congo ou bien de la RDC est pratiquement le même problème de l'Afrique centrale. Soyez debout parce que votre libération, notre libération ne viendra pas de l'extérieur, ça viendra de nous-mêmes. Et tant que vous allez vous mettre à l'écart de ce qui se passe, de la politique dans nos pays, la politique nous fera. Parce que sans la politique, comme a dit ma sœur, rien ne peut marcher.
et nous sommes dans des pays en ce moment bien stables parce que le système politique a été bien arrangé et nous voyons comment les choses marchent dans le développement humain. Donc, bonne année, ne souffrez pas. Nous savons que ça, c'est la crise qui est là, mais mentalement, soyez forts parce que vous êtes enfermés physiquement, comme a dit mon frère Blégoudé, mais spirituellement, vous n'êtes pas prisonniers. Donc, continuez à lutter. Le bout du tunnel sera bientôt atteint. Merci beaucoup et bonne année 2019. Voilà, moi également, je vais souhaiter bonne année à ma mère, à mon épouse, à mes enfants et surtout à ma belle-sœur qui m'a invité. Hein. Je suis invité le 31 au soir, hein, donc nous sommes là en train de manger du 31 au 1er. Voilà, merci donc à ce couple qui m'a invité avec ma famille. Je vous donne une information importante qui concerne les amis de Chicago. Vous savez que nous avons une jeunesse très active ici, la jeunesse de Chicago, qui organise une grande manifestation au nord de la ville là-bas, de Chicago, avec une participation modeste de $50. Donc, vous avez, avec $50, vous avez tout dedans, les mabokeh, le bouillon, le fumbo, le ngoki, tout ce que vous pouvez imaginer des mets du pays. Alors, pour le faire, vous pouvez vous adresser au doyen de la communauté ici, Ahmed Marania, qui est en train d'encadrer ces jeunes. Vous avez une autre dame qu'on appelle Moussavou, voilà, Reine Moussavou, qui est en train de… C'est une initiative qui dure déjà 2 ans et pour y participer, il suffit simplement d'envoyer vos $50 aux gens que je venais de citer. Merci une fois de plus et bon week-end à vous. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un autre journal de la communauté. Attention, merci beaucoup à tous ceux qui étaient connectés sur Facebook. Ils sont nombreux. Certains sont déjà partis. Et bonne fête à tous ces amis de Facebook et qui sont connectés sur Jean Lewis. Et à la prochaine occasion. Merci. Bonne fête. Merci. Bonne fête. À bientôt. Bonne fête.